Bonjour à tous, je suis Sabrina Wida et je suis consultante en stratégie au sein de IFIN. Cette vidéo est consacrée à la taxonomie européenne pour les activités durables. Nous parlerons donc d'une des mesures phares prises par la Commission européenne pour inciter le secteur financier à adopter des pratiques d'investissement durable, en particulier celles liées au climat. Les deux enjeux les plus importants pour l'industrie financière sont l'harmonisation et la standardisation des pratiques extra-financières. La taxonomie de la Commission européenne est la première initiative qui tente de répondre à ces deux enjeux. Il est donc important de bien comprendre ce rapport, car au-delà du fait qu'il apporte plus de transparence dans les reportings extra-financiers, il aura un réel impact sur les acteurs, en particulier sur leurs décisions d'investissement. Le programme de cette session est de vous présenter dans un premier temps l'approche générale et les enjeux auxquels la taxonomie tente de répondre, mais également les utilisateurs concernés et leurs pratiques d'utilisation. Ensuite, je détaillerai la méthodologie de la taxonomie, à savoir le processus d'éligibilité. Et enfin, j'appliquerai la taxonomie sur le secteur de l'énergie en prenant l'exemple particulier d'Engie. On commence avec la première question que tout le monde se pose. Qu'est-ce que la taxonomie européenne et à quoi elle sert? La taxonomie de l'Union européenne est tout d'abord un système de classification. Elle sert à classifier les activités économiques qui sont durables du point de vue environnemental. Quel est le but? C'est d'orienter les investissements vers les opportunités qui contribuent aux objectifs climatiques. Cette taxonomie permet alors de faire une dichotomie sur ce qui est vert et sur ce qui ne l'est pas. Elle ne s'intéresse donc pas aux activités dites neutres au changement climatique, comme les médias, ou encore brunes, comme l'extraction du charbon. Les médias et l'extraction du charbon sont ainsi mis sur le même plan, c'est-à-dire non inclus dans la taxonomie. Comme je vous l'ai dit en introduction, outre le fait que cette taxonomie fournira un langage commun et classera les activités vertes à travers des métriques quantitatives et ou qualitatives, elle incitera les émetteurs à être plus transparents sur l'impact environnemental de leur activité. Mais attention, il ne s'agit pas d'une liste de bonnes ou de mauvaises entreprises, ni de liste obligatoire d'activités ou d'émetteurs dans lequel il faut investir ou désinvestir. Le champ d'application de la taxonomie nous paraît très large. Mais à qui cette initiative s'adresse-t-elle? Elle s'adresse particulièrement aux acteurs des marchés financiers qui proposent des produits financiers en tant que placement durable. D'un point de vue réglementaire, les gestionnaires de portefeuille pour leurs fonds d'investissement, les assureurs pour les produits d'assurance vie en unité de compte ou dans les produits de retraite, ceux-là, ils sont soumis au respect de la taxonomie et surtout en termes de reporting. Mais nous avons aussi une deuxième catégorie d'utilisateurs, qui sont les banques et les investisseurs internationaux. Bien qu'ils ne soient pas soumis au respect de la taxonomie, ils peuvent l'utiliser de manière volontaire. Pour être classée durable du point de vue environnemental, une activité économique doit passer par 4 étapes. Premièrement, elle doit contribuer à au moins un objectif environnemental. Les objectifs environnementaux sont en nombre de 6. On retrouve l'atténuation du changement climatique, l'adaptation au changement climatique, et les 4 autres sont l'eau, la pollution, le recyclage des déchets et les écosystèmes. Deuxièmement, pour confirmer sa contribution à un des objectifs, il faut répondre aux critères quantitatifs et ou qualitatifs. Troisièmement, si on contribue à un des objectifs, il ne faut pas porter préjudice aux 5 autres. Et enfin, quatrièmement, il faut respecter les garanties sociales minimales, c'est-à-dire se conformer aux conventions de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Globalement, comment ça marche? Par exemple, on prend 3 entreprises, X, Y et Z, ayant des activités économiques distinctes. L'activité de récupération de matière à partir des déchets est éligible à la taxonomie, car non seulement elle contribue à l'atténuation du changement climatique, mais en plus, elle ne porte pas préjudice aux autres objectifs. En revanche, l'entreprise de construction de nouveaux bâtiments, bien qu'elle contribue également à l'atténuation du changement climatique, elle n'est pas éligible, car elle porte préjudice à l'écosystème. Elle est par exemple implantée dans une zone protégée et nuit donc à la biodiversité. Enfin, la 3e entreprise qui cultive du tabac n'est pas non plus éligible à la taxonomie, car elle ne contribue pas à l'adaptation au changement climatique. Elle ne peut donc pas passer à l'étape d'après. On va rentrer maintenant plus en détail dans le processus d'éligibilité en regardant chaque étape. Comme je viens de vous le dire, on retrouve dans la taxonomie 6 objectifs environnementaux. Le premier objectif est l'atténuation du changement climatique en réduisant ou en compensant les concentrations des gaz à effet de serre.
Le deuxième point est l'adaptation au changement climatique, en réduisant les effets négatifs du climat. Le troisième objectif est la protection des ressources en eau et marines, en protégeant par exemple le milieu aquatique des effets négatifs des eaux industrielles usées. Le quatrième objectif est la prévention et la réduction de la pollution, en améliorant par exemple le niveau de qualité de l'air. Le cinquième point est la transition vers une économie circulaire, en augmentant par exemple la recyclabilité des produits ou en réduisant la production des déchets. Et enfin, le dernier point, c'est la protection des écosystèmes sains, comme le fait de ne pas nuire aux zones protégées pour la biodiversité. Pour vérifier que l'activité économique contribue à un des objectifs environnementaux, le TEG, qui est l'expert technique mandaté par la Commission européenne, a établi des critères techniques de sélection. Mais pour l'instant, le TEG a développé des métriques seulement pour les deux premiers objectifs, à savoir l'atténuation et l'adaptation. Concrètement, pour être éligible, une activité économique doit répondre aux critères techniques de sélection du premier ou du second objectif, ce sont des critères qualifiants, et ne pas porter préjudice aux autres objectifs, ce sont des critères disqualifiants. Alors, pourquoi on s'intéresse à l'atténuation au changement climatique ? Tout simplement parce que l'Union européenne a un objectif, c'est de passer à une économie à émissions nettes nulles. Comment ? En développant par exemple les secteurs à faible émission de carbone, en décarbonisant l'industrie existante. Donc il y a deux possibilités. Les activités peuvent être décarbonisées ou permettre la décarbonisation d'autres activités. Donc quels sont les secteurs qui, à ce stade, sont évalués par la taxonomie ? Il y en a 7. Il y a par exemple l'agriculture, il y a les transports, il y a tout ce qui concerne l'électricité, le gaz, etc. Et pourquoi ces secteurs ? Tout simplement parce qu'ils ont une contribution aux émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne qui sont les plus importants. Par exemple, l'électricité contribue à 32% des émissions de gaz à effet de serre en Union européenne en 2017. Quelle est la méthodologie d'évaluation des activités économiques ? Donc, le TEG a adopté deux concepts. Il y a le concept de greening off et le concept de greening by pour examiner les activités économiques. Greening off, comme on l'a vu plus haut, c'est la décarbonisation de l'activité elle-même. Et le greening by, c'est l'activité habilitante. C'est celle qui permet la décarbonisation d'autres activités. Via ces concepts, le TEG a identifié 3 types d'activités qui apportent une contribution substantielle à l'atténuation du changement climatique. On a par exemple les activités déjà bas carbone qui sont bien sûr compatibles avec une économie zéro carbone à horizon 2050, comme les panneaux solaires. On a deuxième type d'activité, les activités qui contribuent à la transition vers une économie à émissions nettes nulles en 2050, mais qui aujourd'hui, elles ne sont pas bas carbone, comme par exemple la production d'électricité qui sont en dessous du seuil de 100 g de CO2 par kWh. Et enfin, on a les activités habilitantes, qui elles ont le potentiel de faire réduire les émissions de gaz à effet de serre d'autres activités, comme par exemple une construction d'installations de chaudières performantes dans les bâtiments. Alors pour ce qui est de l'atténuation du changement climatique, quelle est la méthodologie d'évaluation qui est mise en place par le TEG ? Alors, si on prend l'exemple des émissions de gaz à effet de serre d'une entreprise de fabrication de ciment, celle-ci, elle a des émissions à 0,6 tonnes de CO2. Par contre, la taxonomie, elle a fixé un seuil quantitatif qui est bien moindre, qui est à 0,498. Donc aujourd'hui, l'entreprise, elle ne répond pas aux critères techniques de sélection, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être considérée comme admissible à la taxonomie. Alors, on passe au second objectif qui est l'adaptation au changement climatique. Alors, pourquoi on s'intéresse à l'adaptation ? On s'y intéresse parce que l'UE, ici, elle a un objectif, c'est de passer à une économie résiliente au changement climatique. Comment ? Par exemple, en encourageant le développement des technologies et des pratiques d'adaptation. Ici aussi, le TEG a évalué des secteurs d'activité. Et il n'y en a que 6. Il y a l'agriculture qui revient encore, mais il y a d'autres secteurs comme le service financier, par exemple les activités professionnelles, scientifiques et techniques.
Pourquoi ces secteurs? Parce que ce sont les plus vulnérables aux effets négatifs du changement climatique en Europe et qui représentent une part importante de la valeur ajoutée brute et de l'emploi en Europe. Alors là aussi, on va s'intéresser à la méthodologie d'évaluation. On retrouve la même idée, c'est-à-dire qu'on a deux types d'activités avec deux concepts, adaptation of et adaptation by. L'adaptation of, c'est-à-dire que c'est une activité qui réduit tous les risques climatiques physiques importants dans la mesure du possible et dans le principe du meilleur effort. Et pour l'adaptation by, on retrouve des activités qui contribuent, elles, à l'adaptation d'autres activités économiques aux risques climatiques physiques. Pour l'adaptation of, on peut retrouver une ligne de transport qui assure la distribution d'électricité vers une zone urbaine et qui peut être sensible à l'augmentation prévue de la température et donc qui va installer des conducteurs qui sont munis des limites de fonctionnement dès lors que la température est élevée et va au-delà des seuils qui sont prévus. Concernant l'adaptation by, on peut retrouver par exemple la construction d'un système de protection contre les inondations et là va permettre de réduire le risque d'inondation pour une ville. Pour ce qui est des critères techniques de sélection de l'adaptation au changement climatique, on a un processus en deux étapes. Le premier, c'est d'évaluer les effets physiques négatifs, donc qui sont engendrés par le changement climatique, et ensuite, on doit démontrer quelles sont les mesures d'adaptation qu'on met en place. En ce qui concerne les effets négatifs liés au changement climatique, on a une classification. On peut avoir des changements chroniques et des changements aigus. Changements chroniques tels que la sécheresse, l'augmentation de la température. Et pour les changements aigus, on retrouve la pluie extrême, les inondations, les événements météorologiques extrêmes. Un exemple, la sensibilité aux aléas climatiques de l'activité de la production d'électricité à partir de l'hydro. Donc là, l'hydro est sensible aux aléas climatiques liés à l'eau, par exemple au changement des précipitations. Il doit démontrer quelles sont les mesures d'adaptation. Les mesures d'adaptation possibles, c'est d'adopter des turbines qui sont capables de s'adapter aux flux météorologiques. Alors, après la deuxième étape, qui est de respecter les critères techniques de sélection, on passe à la troisième, qui est ne pas causer de préjudice aux autres objectifs. Cette étape, elle est primordiale, parce que si une activité économique porte préjudice à au moins un objectif environnemental, alors elle est inéligible. Donc, les critères de Do Not Harm visent à préciser les exigences minimales à respecter pour éviter de porter atteinte aux autres objectifs environnementaux. En ce qui concerne les 6 objectifs environnementaux, quelles sont les conditions pour ne pas causer un dommage significatif? Pour l'atténuation à l'adaptation, c'est très clair. Pour l'atténuation, il n'y en a pas pour l'instant. Pour l'adaptation, c'est une version modifiée et réduite des critères d'examen technique qu'on a vu un peu plus haut. Pour l'eau, l'économie circulaire, la pollution et l'écosystème, c'est globalement ne pas porter préjudice, ne pas porter atteinte au bon état des eaux, ne pas avoir des émissions assez élevées dans l'air, dans l'eau, dans le sol, en ce qui concerne la pollution. Donc ces critères techniques de sélection pour le Do Not Harm contiennent des seuils quantitatifs ou à défaut des critères qualitatifs. Mais pour environ 70%, la conformité elle peut être démontrée par le respect de la législation environnementale de l'UE. Et enfin, on passe à la quatrième étape, à savoir comment respecter les garanties sociales minimales. Et ça, c'est très simple, on doit regarder les conventions de l'Organisation internationale de travail. Alors maintenant, comment calculer concrètement la part des investissements qui sont compatibles avec la taxonomie ? Voici un exemple d'un portefeuille action qui investit à 30% en entreprise A, 50% en entreprise B et 20% en entreprise C. On décompose les activités de chaque entreprise et là, on fait une analyse des activités de chaque entreprise via la taxonomie et on calcule la part qui est éligible. Et c'est là qu'on retrouve les résultats suivants. 40% des activités de l'entreprise A
sont éligibles à la taxonomie, contre 80 pour l'entreprise B et 10% pour l'entreprise C. Si on agrège ces résultats, donc on calcule la part des investissements qui sont compatibles avec la taxonomie, on retrouve donc que le fonds Action est à 54% éligible à la taxonomie. Alors on passe maintenant à la troisième partie de cette présentation qui est le cas d'usage, et on a pris le secteur de l'énergie comme exemple. Le TEG a développé des métriques quantitatives pour ce qui est le secteur de l'énergie, qui est un seuil d'émission globale qui doit être en dessous des 100 g de CO2 équivalent kWh. Mais ce seuil sera réduit tous les 5 ans pour une trajectoire vers une réduction nette à zéro des émissions en CO2 en 2050. Alors, comment est évalué le secteur de l'énergie par le TEG? Le constat est le suivant. Aujourd'hui, il faut abandonner la production d'électricité à partir des combustibles fossiles. C'est essentiellement le charbon, pétrole et gaz, qui sont donc non éligibles à la taxonomie. En ce qui concerne la production d'électricité à partir d'autres combustibles gazeux, comme les gaz renouvelables, ils seraient admissibles à la taxonomie, mais sous réserve du respect des seuils d'émission. Et enfin, les énergies renouvelables comme l'énergie solaire, éolienne, hydroélectrique, ils sont de facto éligibles à la taxonomie. La question qu'on se pose maintenant, qu'en est-il du nucléaire? Le nucléaire, bien qu'il a une émission de gaz à effet de serre qui est proche de zéro, il peut contribuer à la réalisation des objectifs d'atténuation du changement climatique. Mais en ce qui concerne des dommages significatifs potentiels à d'autres objectifs environnementaux, les données et les informations sont complexes et plus difficiles à évaluer. Le TEG n'a donc pas recommandé l'inclusion de l'énergie nucléaire dans la taxonomie à ce stade. On a tenté d'appliquer la taxonomie à un émetteur, Engie. Cet exemple est assez intéressant puisqu'Engie fait partie des principaux indices boursiers et est présent dans les portefeuilles actions de grande capitalisation. Engie a une liste d'activités qui est assez diversifiée. Il fait à la fois la production d'énergie à partir du charbon, du pétrole, du gaz naturel, mais aussi du solaire et de l'éolienne. Ce qu'il faut donc faire, c'est faire passer chaque activité économique d'Engie aux grilles de la taxonomie pour vérifier si elles sont vertes ou pas vertes. On peut d'ores et déjà classer les activités d'Engie en quatre catégories. Les activités qui sont admissibles de facto, comme la production d'hydroélectricité, mais attention, il faudra quand même les faire passer par l'étape de Do Not Harm. Les activités qui sont à évaluer, par exemple comme la production d'énergie à partir du gaz naturel, et d'autres activités qui sont non admissibles de facto ou qui sont non évaluées. Les activités qui ne sont pas admissibles de facto, comme on l'a dit plus haut, c'est la production d'énergie à partir du charbon ou encore à partir du pétrole. Pour appliquer la taxonomie à Engie, il faut aller chercher les informations dans divers documents. Par exemple, le document de référence 2018. C'est là qu'on peut extraire les données qui nous servent à déterminer si l'activité économique est éligible ou pas à la taxonomie. Si on prend l'exemple d'une activité économique précise, comme la production d'électricité à partir de biomasse, on vérifie les métriques, c'est-à-dire les seuils et quantitatifs. Comme on l'a dit plus haut, l'émission de gaz à effet de serre doit être inférieure à 100 g de CO2 équivalent kWh. En ce qui concerne la production d'électricité à partir de la biomasse, on est bien en dessous. C'est ce que a déclaré Engie dans ses documents. Donc, on est OK. Ensuite, lorsqu'on fait passer à l'étape d'après, à savoir est-ce que cette activité porte préjudice ou pas aux autres objectifs environnementaux, Engie a bien déclaré dans ses documents qu'il avait mis en place des mesures pour ne pas porter préjudice à l'eau, à la pollution, à l'écosystème. On peut donc en conclure que cette activité économique est bien éligible à la taxonomie. On fait de même pour les autres activités qu'on a détaillées plus haut. Le résultat sur l'ensemble des activités d'Engie, voilà ce que ça donne. Des activités qui sont éligibles et d'autres qui ne le sont pas. Sans surprise, ce sont les productions d'électricité à partir des énergies renouvelables, comme le solaire, l'éolienne ou encore l'hydroélectricité. D'autres
ne sont pas éligibles, comme le gaz naturel ou encore le charbon. Donc la conclusion, c'est que 4% des activités économiques d'Engie sont considérées comme vertes au sens de la taxonomie. Même si ce taux paraît faible aujourd'hui, mais il est susceptible d'évoluer suite à l'évaluation de nouvelles activités par le TEG. Deuxième constat, ce résultat est très proche à ce qu'on peut retrouver dans d'autres évaluations de parts vertes, par exemple, qui sont utilisées par des providers de données. En conclusion, 3 constats. La taxonomie peut paraître aujourd'hui difficilement utilisable en l'état, qu'elle ne couvre pas certains secteurs, certaines activités économiques, comme le prouve l'exemple d'Engie. De plus, la difficulté d'avoir accès à des données extra-financières, donc ce qui rend difficile, encore une fois, l'évaluation de certaines activités. Et enfin, le secteur du nucléaire, qui aujourd'hui n'est pas inclus dans la taxonomie, mais qui devrait l'être en raison de sa contribution à l'atténuation du changement climatique avec des émissions de gaz à effet de serre qui sont proches de zéro. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que cette présentation vous a été utile. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir accès à notre étude ou si vous avez des questions.